C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. Je ne sauve pas de patients. Comme ça, je ne suis pas responsable de leur mort. Quand les malades sont très graves et qu'ils s'en sortent, je ne les ai pas forcément sauvés. C'est que j'ai réfléchi, travaillé collectivement en équipe et le résultat a été positif. Ce qui permet que quand je travaille aussi bien mais que le malade décède, j'en sois pas impacté moi-même. Je ne suis pas Dieu, donc je ne sauve pas les gens et je ne décide pas de leur mort. Thomas Lebouvier est anesthésiste réanimateur au CHU de Rennes depuis 10 ans. Bonjour, entrez, salut. Avec lui, on a parlé de simulation, de kitesurf et de savoir-être. Le tout pendant qu'il donnait une formation sur les soft skills à des internes. Les premières fois où je me dis que je vais être médecin, entre 6 et 8 ans, et je voulais être médecin et médecin anesthésiste. Pourquoi, je ne sais pas. J'avais eu effectivement une anesthésie pour une chirurgie. Ça a dû me rester et j'ai voulu faire cette spécialité-là. Qu'on ne voit pas trop en fait dans les études. Voilà, j'étais même pas passé en anesthésie pendant l'externat. Je m'en rends compte d'autres spécialités et moi j'ai vraiment choisi cette spécialité-là parce que ça m'a confirmé le côté très physiopathologique, un problème, on fait une action, les choses se règlent devant nous, ça m'a vraiment plu, voilà, et ça a été confirmé par mon stage de réanimation médicale quand j'étais externe. Durant l'internat, j'ai découvert l'anesthésie, on commence par ça, et j'avoue que j'ai tout de suite eu un goût plus prononcé pour la réanimation. J'aimais le temps qu'on pouvait prendre pour creuser les dossiers. Ce que j'aimais par rapport aussi aux autres spécialités, c'est que c'était toujours dissocié, c'est-à-dire qu'on voyait le patient et on s'intéressait à lui que du point de vue médical, et puis après on s'occupait de lui ou de ses proches dans un temps qui était vraiment dédié, et je trouvais ça plus facile. Il n'y avait pas d'interférence entre j'examine le malade et en même temps je dois lui parler, et voilà, et j'ai le temps d'avoir des réflexions un peu complètes sur chacune des problématiques que j'ai à affronter en fait, voilà, dans mon exercice. Bonjour à tous, donc c'est votre dernier module de formation par simulation sur votre internat. Et donc vous êtes des grands et vous savez déjà tout faire. On va axer ça sur un peu les soft skills, communication à la fois avec des patients ou leurs proches, et puis à la fois au sein d'une équipe. On va donc faire 6 cas aujourd'hui. Un entretien d'admission en réanimation. Le deuxième cas ce matin, ce sera une annonce de mauvaises nouvelles. Le côté travail en équipe, c'est ce qui a motivé mon choix de l'anesthésie-réanimation, parce que c'est vraiment une spécialité qui travaille en équipe, obligatoirement avec l'infirmière anesthésiste au cours d'une anesthésie, en réanimation avec les infirmières. En anesthésie, on vient encadrer un geste chirurgical, donc il y a un travail, une coopération avec le chirurgien. En réanimation, on a plein d'autres intervenants, d'autres spécialités, que ce soit de la radiologie, d'autres spécialités médicales, des spécialités chirurgicales, et donc moi c'est ce que j'aime, le travail en équipe, c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Très rapidement, j'ai pris conscience que la performance de soins globale, elle se limitait pas à la connaissance médicale, et que c'était vraiment le travail d'une équipe qui faisait la performance globale. Et du coup, la satisfaction du patient, sa sécurité, son pronostic. Donc là, c'est Pascal, mais qui l'a déjà fait, sous vos applaudissements. Eh bien Delphine, je suis comédienne. La première année que tu fais avec les internes, Delphine. C'est la jeunesse. Ouais, c'est la jeunesse, tu vas voir, c'est bien aussi. Moi je m'appelle Pascal et je suis aussi comédien, metteur en scène. Qui passe là? Floriane. C'est Floriane. Ce matin, Benjamin Pérez, il a eu un AVP. Il va donc monter dans le service de réanimation, il vient d'arriver il y a 15-20 minutes, et donc il est en mydriase bilatérale à réactive, et vous allez retrouver aucun réflexe du tronc cérébral. C'est sédation stoppée. Les parents de Benjamin Pérez sont arrivés au secrétariat il y a 20 minutes. Voilà. Ils ont été amenés au chevet de leur fils par Sylvie, l'infirmière. Et donc là, avec Sylvie, vous allez aller chercher les parents qui attendent dans le couloir pour aller les voir en entretien. Okay. Cette formation, en fait, elle naît de il y a 4-5 ans où, avec le professeur Belleuil, on part sur l'idée de monter un vrai programme d'enseignement pour les internes d'anesthésie-réanimation via la simulation en santé. Donc en première année, on va faire des choses très, très, très techniques, très procédurales pour que les internes puissent vite être habiles de leurs mains. Et puis deuxième, troisième, quatrième année, on va suivre la maquette d'enseignement théorique qu'on va retranscrire en simulation. Et puis en fait, on arrive au bout de la 5
5e année où le professeur Belloy me dit « Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi ?» Parce que là, il n'y a pas de maquette pour cette 5e année. Et moi, je leur dis le bilan de mes années d'exercice, c'est que quand même, tout ce qui est sur compétences non techniques, il n'y a aucune formation. Alors que je pense que c'est pas inné et il y a quand même de la littérature. Voilà. Donc, je lui propose cette thématique un peu du savoir-être et de communiquer. Communiquer avec les patients, communiquer avec leurs proches, communiquer dans une équipe et gérer des problématiques qu'on a au final au quotidien. Début du scénario. Moi je suis le docteur, donc c'est l'infirmière qui s'occupe de votre fils aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué déjà? C'est la gendarmerie qui a appelé. Donc là on est dans la régie, il y a une vide sans teint qui nous permet de voir ce qui se passe dans la salle, sachant que tout est filmé et qu'il y a aussi l'image et le son, tout est retransmis pour les apprenants dans la salle de débriefing. Puis nous on regarde ce qui se passe, ce qui nous permet un peu d'anticiper nos débriefings, prendre des notes sur ce qui se passe. Il a eu un accident de la route. Grave dès le départ parce qu'il était dans le coma donc il était Elle cherche ses mots, on voit qu'elle est impactée par ce qu'elle est en train d'annoncer en fait. Ça va être un point de débriefing. Est-ce que ça veut dire y aller progressivement? Est-ce que ça a un véritable intérêt? Et voilà. Là du coup ça agace un peu la famille. C'est pas possible, il est tout jeune, on est en 2024 là, vous avez plein de trucs. Je pense que c'est ce passage-là que je montrais en fait. Vous le prenez en charge, vous le prenez... Donc après je vais la développer avec le docteur Caillès, cette formation-là. C'est pas l'expérience du docteur Lebouvier, du docteur Caillès. On a vraiment cherché à construire quelque chose sur des référentiels. Donc en fait, il y a des guides HS sur comment annoncer une mauvaise nouvelle. Il y a des techniques pour gérer un conflit. Et donc c'était vraiment pas que ce soit la recette personnelle, mais vraiment de faire quelque chose de construit, basé sur un rationnel, des faits et toutes ces choses-là. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à faire et que c'est pas que des recettes qui se transmettent un peu de père en fils ou de mère en fille, quoi. Bravo! Ouais, j'ai toujours un but. Très bon, les acteurs pour... dedans quand même. Ouais, ils sont très bons pour... Enfin, vraiment, je me suis retrouvée dans une famille. Ouais. Ah ouais. J'ai eu l'impression d'avoir vraiment un patient de 22 ans et d'annoncer une très mauvaise nouvelle à ses gens. Bon, donc un peu, chamboulé quand même un peu, voilà, mais on peut discuter quand même, ouais. Oui, t'as envie de... Ouais. Ah oui, complètement. Et après, moi en tant que formateur, oui, ça modifie ma pratique en fait. On voit que des gens peuvent réfléchir parfois d'une autre manière et voir des améliorations pour soi-même dans sa pratique en fait. Et donc je vois un peu ça effectivement comme une marche en avant permanente, quoi. C'est-à-dire je transmets ce que je sais, mais par le débriefing et le fait que les gens expliquent pourquoi ils font les choses de cette manière-là, moi aussi ça va m'interroger sur la mienne et ça va faire progresser, améliorer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé par quoi déjà? Déjà ils étaient dans le on a débriefé un petit peu sur ce qu'elle avait déjà, savoir un peu dans quel état d'esprit ils étaient et ce qui leur avait déjà été un peu annoncé. Est-ce que les autres là, vous allez chercher d'autres choses? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas demandé quand il était. Parfois l'infirmier qui est avec nous, il a pas toutes les informations. Il sait pas que ça va se transformer en état encéphalique. Ouais, c'est une bonne question. On peut faire un plan de ce qu'on va annoncer. Du coup, ça veut dire que le briefing, alors, c'est tout le temps? C'est quand? C'est avant une situation difficile. D'accord. Est-ce que voir une famille, c'est un acte de soin? Ouais. Est-ce que c'est un acte de soin difficile? Ouais. Donc, probablement, de ce que vous me dites, ça veut dire qu'on va mettre un briefing. Mais qu'est-ce qu'on y met dans ce briefing alors? Pour être bien sûr, parce qu'effectivement... C'est vrai que c'est pas très formel en fait. C'est pas très formel. Partager les informations entre soignants, toujours. Qu'est-ce qu'on peut aussi imaginer dans ce briefing-là encore? Faire le casting de l'entretien, savoir qui vient. Alors comment tu choisis? Mais avant l'annonce de « il va mourir » ou en réaction de « il va mourir, mais pourquoi est-ce que vous faites là ?» Je passe d'abord le message principal de « il va mourir » et puis c'est après comme ils vont reposer... Toi, de ce cas-là, ce que tu viendrais rajouter sur la frise, ce que tu en retiens? C'est le recueil des infos au début dans le briefing. Le recueil des infos avant le briefing. Le travail en équipe. Ouais. Temps de silence. Noé, il est sur les temps de silence. À quel moment tu places ça? Le premier décès dont je me souvienne, j'étais externe dans le service de réanimation médicale au CHU de Caen. Et effectivement, c'est un jeune homme qui est décédé d'une méningite suite à une otite. On avait à peu près le même âge. On était étudiants tous les deux. Quand il arrive à l'hôpital, malgré une prise en charge optimale, il va finir par décéder. Je prends conscience des limites de la médecine et de la finitude de la vie. Quand on rentre en médecine, bien souvent, c'est pour guérir. Et là, on se rend compte que on peut pas toujours guérir, mais qu'on peut juste soigner. Et ça marque un peu... c'est un tournant un peu dans mon parcours, je pense. Je comprends mieux cette phrase que j'avais lue dans la maladie de Saxe. C'est pas parce qu'on ne peut plus rien faire qu'il n'a plus rien à faire.
Je me sens beaucoup plus acteur que spectateur. C'est ça qui fait que ça rend les choses acceptables, c'est qu'en fait on est acteur et qu'on apporte quand même quelque chose de positif aux gens en fait. Voilà. Parce que sinon en soi, voir mourir des gens, c'est pas le... Personne se dit tiens je vais faire ça. Enfin, en tout cas moi je vois pas. Je ne sauve pas de patients. Comme ça, je ne suis pas responsable de leur mort. Quand les malades sont très graves et qu'ils s'en sortent, je ne les ai pas forcément sauvés. C'est que j'ai réfléchi, travaillé collectivement en équipe et le résultat a été positif. Ce qui permet que quand je travaille aussi bien mais que le malade décède, j'en sois pas impacté moi-même. Je ne suis pas Dieu, donc je ne sauve pas les gens et je ne décide pas de leur mort. On va jouer une situation qui est fréquemment conflictuelle dans un bloc opératoire, qui est une décision de devoir reporter une intervention. Tu as passé la journée depuis ce matin au bloc opératoire avec le docteur Kervadek. La journée a été bien chargée. Le deuxième patient du jour a présenté un état de choc hémorragique péropératoire lors d'une prostatectomie sous cellio, ce qui vous a obligé à convertir. Du fait de l'heure tardive empêchant de terminer le dernier bloc avant 19h, comme le stipule la charte du bloc opératoire, tu décides qu'il va falloir reporter la dernière patiente. Et toi, il va falloir que tu annonces que l'intervention doit être reportée. Mince alors, ma tenue. T'as dit quoi ? Mince alors. Excusez-nous si c'est très loin de la réalité. Je suis désolé, hein, mais... vous pouvez être désolé, parce que là, franchement, je commence à avoir par-dessus la tête. En termes de planning et de logistique, c'est pas possible. Là, il y a ça, 45 minutes. J'ai besoin de 45 minutes, c'est tout. Mais il est 18h45. Oui, à 19h30, les équipes quittent à 19h, ça fait partie de la charge du bloc opératoire. Attendez, c'est pas moi qui ai pris du retard ce matin. C'est vous qui m'avez forcé à convertir. Malheureusement, il y a une conversion. J'ai pas bouffé ce midi, j'ai opéré toute la journée, donc maintenant, je voudrais qu'on termine, d'accord ? Mais malheureusement, ça n'aura pas lieu. C'est pas possible, quoi. Qui est-ce qui décide ? C'est moi qui décide ou c'est vous qui décidez ? Tes émotions, Omery. Voilà, il est resté, il était un peu véhément, mais il est resté quand même. Il a mis un peu sous pression quand même. Un petit peu, surtout devant la malade, hein, initialement. Ce qu'on regardait en termes d'émotions, Arthur, toi. C'est un problème en fait. Hein. Il est problématique. Hein. Il est colérique, il est caractériel et il faut réussir à garder son calme devant. Il est colérique ou caractériel, mais là il est en colère en tout cas. Ouais. Et du coup, toi, en termes d'émotions, ça te. Un personnage comme ça peut faire un peu peur. Donc tu te sens un peu agressé en fait. Ouais, un peu intimidé. Ouais. Clairement dirigé. Ouais, il y a de la mauvaise foi et en fait, ouais. Une mauvaise foi. En tout cas, effectivement, il y a du reproche. Ouais, il y a du sur reproche. La spécialité anesthésie-réanimation, dont à ce moment-là, Omery est le représentant. On prend pour tout le monde. Quelque chose, mais ça s'est particulièrement bien passé et je pense qu'effectivement, si on n'avait pas été là, cette personne-là serait décédée. Oui, je me souviens. Oui. C'était un adolescent de 16-17 ans qui avait eu un traumatisme abdominal lors d'un match de foot et qui, à la fin du match, quand même, a consulté aux urgences où il va passer 2-3 heures aux urgences. Et là, on va m'appeler parce qu'il va faire un malaise, qu'il est en état de choc. Et donc je rentre dans le déchocage médical et je vois effectivement un jeune qui est en train de bradycarder, qui a quasiment plus de tension, qui est blanc comme un linge avec sa mère à côté et il est quasiment en train de mourir d'un choc hémorragique en fait. Et on m'avait raconté l'histoire au téléphone et j'avais dit j'arrive, j'avais arrêté tout de suite mon activité dans le service et j'étais descendu très rapidement avec l'interne et quand je le vois, je vois ce qu'il a en fait. Et donc je me souvenir m'être présenté rapidement à la maman en disant bonjour, je suis le médecin réanimateur, désolé, je vous parlerai après et puis dire l'urgentiste qui me dit t'as vu, j'ai dit, oui, je vais l'emmener à côté dans le déchocage chirurgical et donc le garçon était plus trop conscient en fait à ce moment-là et donc je le pousse rapidement dans la pièce d'à côté qui est le déchocage chirurgical tout en appelant pour que j'ai du renfort qui arrive à ce moment-là 2 infirmières anesthésistes avec du sang pour une transfusion. On va lui remettre une perfusion de gros calibre, le remplir et le transfuser un peu massivement. En même temps que l'équipe fait ça, je vais faire une échographie abdominale qui va permettre de voir qu'il a plein de sang dans le ventre. Donc j'appelle tout de suite le chirurgien digestif qui est chez lui à ce moment-là et je lui dis je suis désolé, j'ai vraiment besoin que tu viennes, il faut qu'on aille au bloc. On a dû passer à peu près une petite demi-heure dans le déchocage, le temps de faire tout ça, de rétablir un peu le malade, d'organiser le bloc et donc une demi-heure après le malade était sur la table. Le chirurgien lui a enlevé la rate qui saignait et il va très bien. Ma spécialité, c'est la défaillance vitale. C'est quand les choses vont vraiment très mal que je viens pour essayer de rétablir les choses. Et ça, c'est un peu le cas typique, quoi. Quelqu'un qui va très bien, qui d'un coup va très très mal. Et on arrive à faire que les choses se passent bien et la personne va très bien. Elle est sortie de réanimation 24 heures après et être entrée, en fait. C'est des belles histoires, ça fait plaisir quand même.
Dans notre spécialité, je pense même qu'on a peut-être plus de rapport avec les proches du patient que le patient, puisque en gros, rapidement, quand on s'est réveillé, extubé, il quitte très vite la réanimation, parce qu'on va avoir besoin du lit pour mettre quelqu'un d'autre dedans. Et du coup, quand ils reviennent nous voir les patients, c'est là où on se rend compte qu'ils se souviennent pas de nous, alors que plusieurs fois, on leur a parlé pendant 48 heures, mais ils ont aucun souvenir. Et avec les familles, oui, moi je trouve ça une dimension intéressante de notre métier, en fait, parce que c'est un rapport à la maladie, une émotion qui est différente du patient lui-même. On découvre aussi une autre partie de la vie des patients, en fait. Ils sont racontés par quelqu'un d'autre. Et un patient, quand il nous parle de lui et de ce qu'il veut. Et là, du coup, les proches, ils vont nous parler du patient et ils vont donner une autre image du malade. Et donc, c'est aussi enrichissant de voir ce patient inséré dans son tissu à lui, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire régulièrement. C'est se dire, là, je vais partir sur un truc un peu compliqué. Je sais pas, une intubation difficile prévue, par exemple. Avant de commencer, évaluez-vous, vous. Je suis comment ? Je suis fatigué, je suis sorti hier soir un peu fatigué ce matin. Bon, là, il faut que je me réveille. Ou alors, au contraire, j'ai eu un gros chantier avant, je sors d'un truc, je suis complètement excité. Bon, là, il faut un petit peu se poser. Voilà. Donc, l'idée, c'est de commencer à réfléchir dans quelle zone vous êtes, à chaque fois de débuter une action. Pour vous mettre dans cette zone de stress adaptée, 2 outils simples, respiration relaxante, respiration dynamisante. Vous allez voir, quand vous savez le faire, en fait, vous pouvez même le faire pendant votre exercice clinique. Moi, je l'ai même fait en entretien, par exemple, avec des familles, quand la tension monte beaucoup et que là, je suis en train de prendre un peu le bouillon. Je me pose, et en fait, je peux faire, sans que les gens s'en rendent compte, une respiration relaxante. Il y a plein de fois où j'ai pas forcément bien su faire, et ça, je pense qu'on est tous pareils. Aujourd'hui, comme on fait une formation sur annonce de mauvaises nouvelles, il y a une fois où je me suis dit, je ne sais pas faire. C'est une personne chez qui on va arriver à une décision de limitation de soins dans une famille qui vit des grosses difficultés sociales, qui est complètement morcelée, avec des problématiques d'addiction, d'alcool. On annonce tout ça à son ex-compagne, des enfants assez jeunes, en bas âge. On voit que tout le monde est complètement perdu. Les gens vont juste dire débranchez-le et on s'en va, ils vont pas revenir en fait. Et je me souviens que ça m'avait impacté. En me disant, j'ai pas su, alors que ça faisait plusieurs jours qu'on essayait de préparer tout ça, en fait. Et on avait beaucoup travaillé avec le psychologue du service. Et donc, j'en étais sorti un peu en me disant, on n'a pas su faire. Et j'ai souvenir du psychologue qui m'avait dit, mais en fait, tu peux pas non plus transformer l'histoire des gens, en fait. Ils arrivent avec leurs histoires et tu peux faire très bien. Et c'est pas pour autant que ça marche. Ils étaient pas prêts à ça. Et en fait, c'est un peu pareil que dans la médecine physique. On peut faire très bien les soins et les gens vont quand même décéder parce que c'est trop grave. Et dans la prise en charge, on va dire, psychologique d'accompagnement, c'est la même chose aussi. Donc peut-être que je l'ai vécu sur le coup comme un échec, mais que c'était pas forcément un échec et que c'était encore quelque chose qui allait me prendre conscience d'une autre dimension. C'est que tout ce qu'on travaille là-dessus et qu'on essaye de mettre en place, c'est comme tout, ça peut être pris en défaut et c'est comme ça. C'est parti ? Allez. Vous pouvez mettre la main sur votre ventre pour bien sentir le mouvement. On fait la deuxième inspiration assez rapide. Comment on fait pour décharger ? Moi, c'est mes passions. Pareil, ça vient d'études scientifiques. En fait, on a tous une activité ressourçante. C'est dans le développement physiologique de l'être humain. Si vous posez la question un jour de quand tout va mal, si je fais cette activité, j'oublie tout, vous en trouverez toujours une. Et moi, c'est la mer. Je fais de la voile, du kitesurf. Donc il y a le côté dépense physique, ça c'est une dimension que j'aime bien. Puis il y a ce côté nature et face aux éléments, c'est-à-dire que c'est un temps où on peut rêver, penser à autre chose, faire du kitesurf, sentir qu'on glisse, sentir le vent sur soi, la chaleur du soleil, le froid de la pluie qui vous fouette le visage. C'est très tactile et physique en fait, la relation à la mer. Ça coupe tout le reste en fait, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, je peux avoir vécu quelque chose de difficile. Je sais que quand je monte sur ma planche de kitesurf, tout s'arrête. Et après, ça ne reviendra pas. Plus j'avance, plus je prends conscience de ce que je ne sais pas et pas de ce que je sais. Mais sans que ça m'inquiète en fait. Et du coup, je pense que j'ai appris, c'est continuer à avancer et de faire quand même quelque chose de bien en ayant des incertitudes. Parce qu'en fait, on construit en permanence en médecine des solutions dans de l'incertitude. Il y a des études, mais le patient n'est jamais exactement les mêmes caractéristiques que des malades de l'étude. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il faut apporter une réponse adaptée à la personne en ayant des certitudes profondes et des incertitudes. Et donc, arriver à faire quelque chose qui tienne avec ça. En ayant des certitudes profondes et des incertitudes. Et donc arriver à faire quelque chose qui tienne avec ça. Mon carburant, c'est ça, c'est de faire des nouvelles choses et de d'aller se réinterroger. Ouais.
Après, moi, je suis quand même à dire, tant que ça me plaît et que je trouve ça intéressant, c'est très bien, ça continue. Et puis, le jour où j'aurai plus envie, où ça me plaira plus, et ben, j'arrêterai, et puis c'est pas grave, en fait. Voilà. En tout cas, je me mets pas la pression de devoir, de ne faire que ça de ma vie, en fait. C'est-à-dire que je mesure très bien les plaisirs, mais aussi les contraintes. C'est engageant, moralement, physiquement, la réanimation, il y a de la permanence de soins, il y a tout ça. Je veux surtout pas avoir la pression que ce soit un sacerdoce. C'est pas du tout un sacerdoce, je fais ça par choix. Je veux toujours que ça reste un plaisir pour moi, en fait. Voix de médecin est un podcast de What's Up Doc, disponible une fois par mois, partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!